Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un extrait de LCI et je vais vous donner ma lecture, ma réaction honnête, factuelle et documentée sur ce que vous allez entendre. Alors, LCI nous présente les frappes ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes comme une grande victoire stratégique. On nous parle du dépôt pétrolier de Rosneft, des pénuries de carburant, de 50 millions de Russes privés d'essence, de la destruction d'un tiers des capacités de raffinage russes. C'est impressionnant, c'est spectaculaire et c'est surtout très largement exagéré. Alors, commençons par les faits. Premièrement, sur la prétendue destruction d'un tiers de la capacité de raffinage russe. Le journal Reuters, dans une dépêche publiée ces dernières semaines, confirme certes que plusieurs raffineries russes ont subi des dommages. Mais le même Reuters précise que la Russie a maintenu ses exportations de pétrole brut à des niveaux stables et que la production globale d'hydrocarbures n'a pas subi d'effondrement structurel. Ce qui signifie que LCI confond volontairement les dégâts partiels et temporaires avec une destruction durable et systémique. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, sur les fameux 50 millions de Russes privés d'essence. Ce chiffre, repris par LCI en citant le Financial Times, mérite d'être sérieusement contextualisé. Le Financial Times, lui-même, dans son article, parle de tensions d'approvisionnement localisées et temporaires dans certaines régions, et non d'une pénurie nationale généralisée et durable. Il y a une différence énorme entre une pénurie régionale conjoncturelle et l'effondrement logistique d'un pays de 145 millions d'habitants, qui est le premier producteur mondial de certaines catégories de pétrole. LCI gomme volontairement cette nuance. Troisièmement, et c'est sûrement le point le plus important, LCI affirme que la Russie importe désormais du carburant raffiné en urgence, notamment depuis l'Inde, ce qui est présenté comme une humiliation historique sans précédent. Regardons les faits. Selon Bloomberg, qui suit ces flux commerciaux de très près, la Russie a effectivement augmenté certaines importations de produits raffinés, essentiellement pour compenser des capacités temporairement réduites dans des régions précises. Mais Bloomberg précise également que les revenus pétroliers russes sont restés robustes, largement soutenus par les achats continus de la Chine, de l'Inde et d'autres pays du Sud global. Ce qui signifie que le prétendu effondrement économique russe, annoncé depuis 3 ans par les médias occidentaux, ne s'est tout simplement pas produit. Et là, je vais vous poser une question simple, une question que LCI ne vous posera jamais. Si la Russie était vraiment à genoux, comme on nous le dit depuis le début de cette guerre, comment expliquez-vous que, selon les données du Fonds monétaire international, publiées en 2024 et confirmées début 2025, l'économie russe a surpassé, en termes de croissance, la plupart des économies du G7, y compris la France et l'Allemagne. Comment l'expliquez-vous? La réponse est simple. Les narratifs de LCI sont construits pour alimenter une émotion, une dynamique de guerre, et non pour vous informer objectivement. Et c'est exactement ce que nous allons continuer à décortiquer ensemble. Sur l'autre front de guerre, regardez, on parle évidemment de ce qui se passe maintenant très à l'intérieur de la Fédération de Russie. L'Ukraine continue ses opérations, 40 jours de bombardement et chaque jour est plus marquant que le précédent. Les drones ukrainiens à longue portée ont pu frapper le dépôt pétrolier de Tver, provoquant le très important incendie qu'on a là sous les yeux. C'est un site exploité par Rosneft, qui est un des géants pétroliers de la Russie. Et la Russie en est au point de devoir interdire les exportations de diesel et importer en extrême urgence du pétrole, notamment du pétrole d'Inde. Marianne Babiš, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup, Marianne. Bonsoir. Vous êtes évidemment une voix franco-ukrainienne importante. Ce qu'on voit là, personne ne l'aurait imaginé il y a 2 ans, il y a 1 an encore, sans doute. Oui, c'est vrai que l'Ukraine a repris l'initiative, on peut dire, dans cette guerre de l'air. Et d'ailleurs, 95% des drones qui sont utilisés actuellement par les forces armées ukrainiennes sont produits en Ukraine. Donc c'est vraiment une réussite purement ukrainienne. Et on voit bien les réactions aussi de la population russe, parce qu'il n'y avait pas encore de pénurie de carburant à telle ampleur en Russie avant.
Et on voit cette prise de conscience aussi de la population russe. Est-ce qu'il y a une infiltration, Vincent Crouzet? Tous ces drones parcourent 1000, 2000, 2500 km. Est-ce qu'il y a des relais, selon vous, en Russie, des relais ukrainiens en Russie? Alors, pas nécessairement en Russie. À mon avis, tout est cartographié et parfaitement identifié. Les cibles sont déterminées à l'avance. En Crimée, oui. On a les réseaux de partisans. Hein, c'est Atesh, c'est ça c'est Atesh, non, le réseau de partisans criméen, qui permet effectivement d'identifier à vue certaines cibles, notamment quand il y a des attentats ciblés de dirigeants collaborationnistes criméens auprès des Russes. Là, effectivement, on a des réseaux clandestins qui peuvent permettre effectivement de porter un soutien opérationnel à ce type d'action. Non, en ce qui concerne Omsk et la frappe de la nuit dernière, ce sont des cibles qui sont déterminées très longtemps à l'avance, des banques de cibles qui sont déterminées notamment par le célèbre désormais Robert Borovdi, dont la tête est mise à prix 20 millions de dollars par Poutine, hein, qui est le maître des oiseaux. On appelle ça les oiseaux de Madiar, puisqu'il est d'origine hongroise, enfin du moins de la minorité hongroise ukrainienne. Voyez l'image. C'est l'homme qui dirige les opérations. Voilà, voyez l'image de toutes les bases qui sont touchées, toutes les raffineries qui sont touchées partout. La carte est tout à fait éloquente. Hein, quand on voit cette liste de villes, Omsk, c'est extrêmement loin. Là, on est 600 km de la frontière. Vous qui êtes lecteur de Michel Strogoff, pas le seul. Voilà. J'adore. Michel Strogoff. Oui, c'est des noms qui résonnent. Omsk, Irkoutsk, tout ça. Mais oui, donc effectivement, c'est très loin. Donc, on se demande d'ailleurs avec quoi ils ont pu frapper, peut-être des missiles de croisière Flamingo qui peuvent taper jusqu'à 3000 km et qui en plus sont des missiles hyper puissants à 1 tonne d'explosifs, donc ce qui explique aussi l'ampleur d'ailleurs des dégâts sur la raffinerie. Et s'ils sont capables effectivement maintenant en plus de lancer des Flamingos régulièrement, là ça fait de plus en plus mal. On mesure l'immensité, hein. Pardon, juste un mot sur l'immensité, Jean, qu'on reste un instant sur la carte, qu'on se représente ce que ça proportionnellement. L'Ukraine, c'est aussi grand que la France. Ce qu'on voit là, c'est aussi grand que la France. Donc, il faut s'imaginer la capacité de projection que ça représente là sur l'immensité de ce territoire. Oui, non, mais bien sûr. Je pense jamais on a imaginé que en 2022, au début de la guerre, que les Ukrainiens seraient capables de lancer une campagne frappe sur l'ensemble de la Russie d'Europe. Quoi. Ça paraissait totalement inconcevable, totalement incongru. Mais là, ils ont détruit à peu près un tiers de la capacité de raffinage de la Russie. Donc c'est absolument colossal. Le plus étonnant, justement, c'est que les Russes, en fait, soient surpris parce que cette campagne de frappe, elle a commencé contre les raffineries, elle a commencé quand même depuis plus d'1 an, que les Russes ont vu monter en puissance cette capacité de frappe ukrainienne, et malgré ça, ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour se protéger. Alors, vous voyez venir le désastre. C'est vraiment la guerre en Europe. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais en voyant cette carte, on comprend que c'est une grande guerre en Europe. Hein. C'est-à-dire là, c'est à nos portes, on est bien tranquillement à Paris, à Marseille ou à Lyon. Mais là, à 2 heures d'avion pour aller à Kiev, c'est combien? 2 plus 3 heures. J'étais juste la semaine dernière à Odessa. C'est quelques heures après en bus. Donc c'est 4 heures par exemple à Odessa, de la frontière de la Moldavie. Et il y a d'ailleurs parfois les frappes juste quelques kilomètres après la frontière moldave. Donc, et à quelques heures là, on a cette guerre qui est à l'échelle d'un continent. C'est pas du tout une guerre locale ou régionale. Oui, et les Ukrainiens ont réussi à faire changer l'échelle de cette guerre, parce que jusqu'à présent, on le voit, le champ de bataille, c'était cette bande à l'est de l'Ukraine, le Donbass jusqu'en Crimée, et en fait ils ont complètement réussi à repousser la guerre et à lui donner une dimension qui est gigantesque. Je pense que si on plaquait sur cette carte l'Europe occidentale, on en aurait une bonne partie. À l'instant, Aurélien Mel, qui est notre chef d'édition, me dit la distance de la frontière à Omsk, c'est Paris-Moscou. Donc c'est-à-dire l'échelle là qu'on a, c'est à l'échelle d'une guerre vraiment à l'échelle du continent européen. La Russie d'Europe, c'est aussi grand que toute l'Europe, en réalité que l'Union européenne par exemple, en superficie. Donc c'est une échelle absolument considérable. Au passage, on a une première campagne, enfin c'est pas la première, mais une campagne aérienne sans avion.
une campagne aérienne de type continental, massive, sans avion. Donc les Russes avaient déjà commencé effectivement contre l'Ukraine, mais les Ukrainiens font la même chose. Et c'est quand même une grande nouveauté. Les Iraniens ont fait quand même pareil, une campagne de frappe sans avion, etc. Donc, la crise des carburants qui s'ensuit a des répercussions sans précédent. Financial Times, le nombre d'automobilistes dans chaque région qui est touché, les pénuries affectent directement 50 millions de Russes. 50 millions de Russes, 35% de la population est privée d'essence ou en partie privée d'essence. Ouais, je le répète à l'envi avec délice, c'est la première fois dans l'histoire de la Russie que la Russie importe des carburants raffinés, de l'essence. Première fois dans l'histoire de la Russie, URSS comprise. C'est un choc inouï pour eux. Inouï. Mais c'est considérable, c'est-à-dire qu'on en est dans une situation absurde où ils continuent à exporter du brut, mais ils sont incapables de raffiner sur leur sol. D'ailleurs, la raffinerie d'Omsk, c'est très intéressant parce que c'est l'État russe qui est directement touché. Gazprom, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État fédéral russe. Donc c'est une double, triple, quadruple humiliation que subit Poutine. Pour Poutine, qui revit sans arrêt, il fait revivre le souvenir de l'opération Barbarossa, de la Seconde Guerre mondiale, du fait que, et de manière très héroïque, il est vrai, les Soviétiques ont résisté aux Allemands, les ont repoussés, etc. La terre sacrée de Russie, tout ça est contredit par ce qu'on a sous les yeux. Il y a effectivement une humiliation. On imagine que tous les Russes qui sont dans les voitures, là, qui sont en train de défiler à l'écran, ils sont en train de se dire, mais est-ce que vraiment il y a un patron au Kremlin? Est-ce qu'il est capable de nous défendre? Ça, je dirais que c'est l'aspect le plus conjoncturel, le plus immédiat depuis ces frappes. Et puis il y a un double échec pour la Russie. Le premier, la Russie pensait que avoir l'arme nucléaire, ça protégeait son territoire. Eh ben, ça marche pas. La deuxième, c'était être le plus grand pays du monde. Ça donnait ce qu'on appelle maintenant, tout le monde connaît l'expression, une profondeur stratégique qui les protégeait. Eh ben non, c'est pas le cas non plus. Et donc, c'est incroyable de voir à quel point ce pays est fragile, ce qui n'était pas du tout attendu, y compris d'ailleurs au début de la guerre, où on se disait juste, est-ce que l'Ukraine va résister au choc? Et maintenant, c'est l'Ukraine qui est à l'offensive. Il y a une inquiétude. Amiral Vendier, hier sur notre antenne, il est un des commandants suprêmes de l'OTAN pour la transformation, il disait, attention, la Russie acculée est peut-être plus agressive. Il y a une part d'inconnu. Là, on entre dans l'inconnu. Oui, bien sûr. Au passage, il y a une blague qui circule en Russie. C'est un homme qui est en train de faire la queue pour l'essence, qui est avec sa femme, qui dit, bon, j'en ai marre, je vais assassiner Poutine. Il part, et puis il revient quelques minutes plus tard. Déjà, non, mais la queue pour assassiner Poutine est encore plus grande que pour aller chercher de l'essence. Oui, mais bien sûr, très concrètement, c'est jamais un pays doté de l'arme nucléaire n'a été aussi violemment agressé sur son sol. Voilà la situation. Alors dans l'histoire de la dissuasion, c'est un cap inouï. Bien sûr, donc c'est une sorte de test, d'une certaine façon, test un petit peu. Donc le principe de base de quasiment tous les pays nucléaires, c'est de dire doter de l'arme nucléaire, c'est de dire voilà, nous on utilisera l'arme nucléaire que lorsque nos intérêts vitaux sont touchés. Bon, voilà, maintenant un flou évidemment sur ces intérêts vitaux. Donc la question qui se pose, c'est à quel moment les Ukrainiens commenceront peut-être à s'approcher des intérêts vitaux de la nation. On est quand même loin. C'est pas parce qu'il y a des queues devant les stations-service que la Russie est menacée dans son existence quand même. Comment expliquez-vous que Poutine n'essaie pas de proférer la menace? Ils le font. Non, pas maintenant. Mais là, pas tout de suite. Non, il pourrait dire, la Russie pourrait dire, écoutez, si ça ne s'arrête pas, on va utiliser l'arme nucléaire. Tactique. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, mais peut-être parce qu'il l'a déjà trop utilisé aussi. Il y a quand même. La Russie a quand même certaines alliés, je pense notamment la Chine, qui ont été assez clairs là-dessus. Et est-ce que ça va véritablement, tout en ne pas forcément étant une solution à ce qui se passe sur le front, notamment lié à ce problème d'essence, ça peut aussi j'ai envie de dire, leur tirer un balle dans le pied avec leurs alliés. C'est quand même non négligeable. Écoutez, la séquence qu'on va voir, c'est Stavropol. C'est une ville importante, c'était la ville de Gorbatchev. Je crois que c'était la ville aussi. Souslov a été grand personnage soviétique ou russe, avait été là. Et la séquence qu'on va voir, c'est une de ces longues files d'attente pour du carburant. Et même là, ils sont rattrapés par les drones ukrainiens.
Ah, là, ils ont la totale, hein. File d'attente et drone. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la presse russe a évoqué dans sa grande majorité la question de la crise des carburants. Et Commerçante, qui est évidemment un média russe, a souligné que le président Poutine, hier, a tenu une réunion à propos de cette crise-là avec ses ministres qui étaient en visio. Donc ça donnait vraiment l'impression, comme le raconte le média Commerçante, d'être un petit peu hors de la réalité, mais là où s'étonne le quotidien, c'est que le président russe, ses ministres et les responsables qui ont participé à cette réunion consacrée au problème du pétrole et de l'approvisionnement en carburant semblaient donner l'impression qu'ils étaient complètement dans une situation plutôt de crise et qu'ils ne reconnaissaient pas que la situation était grave et qu'elle concernait un tiers de la population, soit 35%, comme vous le disiez, plus d'un tiers de la population, soit 35%, comme vous le disiez à l'instant, Darius. La question, c'est combien de temps est-ce que Poutine va rester sans réagir ? De toute évidence, il n'a pas les moyens de se défendre efficacement parce que ça fait maintenant des dizaines de jours que ces frappes méthodiques ukrainiennes ont commencé. Évidemment, Poutine a la liste de ses infrastructures énergétiques vitales, donc s'il pouvait les protéger, il l'aurait fait. Apparemment, il est désarmé, il manque de défense antiaérienne. Donc, où peut-il reprendre l'offensive ? Il n'est pas imaginable qu'il se laisse comme ça canarder encore pendant des semaines, parce que sinon, c'est l'ensemble de son pays, y compris ses proches, qui diront « mais y a-t-il encore un chef d'État à Moscou ?» Regardez la tête qu'il fait. Il ne faut jamais faire de la psychologie de bistrot, c'est pas bien, mais objectivement, là, il vit des heures très très compliquées. Quand vous êtes chef d'État d'une puissance nucléaire et que vous êtes défié sur votre sol de cette façon-là, c'est très très compliqué pour lui. Non mais Guillaume a raison, il ferait d'ailleurs vraiment un remarquable directeur de service de renseignement. Il manque d'antiaérien parce qu'il y a 40 raffineries en Russie, dont 25 principales. Donc on peut protéger normalement 25 raffineries principales quand on est une grande puissance militaire comme la Russie. Il est absolument inconcevable qu'ils soient incapables donc de les protéger. Les Ukrainiens ont changé donc de tactique concernant les raffineries. Avant, ils tapaient un storage, une cuve, 2 cuves pour faire de l'image, etc. Maintenant, ils tapent l'intégralité de la raffinerie. C'est donc qui devient totalement improductive parce qu'avant ils arrivaient à les réparer en 2-3 semaines. Maintenant c'est très compliqué. Qu'auraient pensé les dirigeants soviétiques en voyant une chose pareille ? Rappelez-vous, les dirigeants soviétiques, quand il y avait un avion de Mathias russe qui avait pénétré, c'était un scandale énorme. Hein. Bien sûr. Énorme. On disait comment c'est possible. Et là, c'est pas un avion, c'est des centaines, peut-être des milliers de drones. Vous qui avez été un anticommuniste historique, Guillaume, je signale là, on a en plateau l'ancien président des jeunesses giscardiennes dans la personne de Vincent Crouzet et le jeune giscardien. J'avais 16 ans, donc à cet âge-là, on n'est pas encore complètement mou. Comment ? Je représentais l'aile gauche des jeunes giscardiens, alors que Guillaume, évidemment, représentait l'aile réactionnaire. Eh bien, pendant que vous étiez jeune giscardien, à l'époque, il y avait Brejnev au Kremlin, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auraient pensé en voyant un désordre pareil ? Je pense qu'ils auraient été paniqués. C'est-à-dire qu'ils se seraient dit, mais c'est une offensive de l'OTAN contre nous. Et le plus spectaculaire, c'est que cette opération, c'est une opération ukrainienne. Il semblerait que la plupart des vecteurs utilisés pour frapper ces infrastructures sont de production ukrainienne. Donc Poutine n'a même pas son narratif habituel consistant à dire ce sont les méchants pays occidentaux de l'OTAN qui nous attaquent. Alors ça, c'est ce que vous dites vous, mais vu de Moscou, j'imagine, et on va les entendre, eux considèrent que c'est bien grâce à l'appui de l'OTAN, grâce à l'argent européen, etc., que l'Ukraine est en mesure de faire tout ça, ce qui, objectivement, est aussi vrai. Évidemment, tout à fait. Sauf que ce n'est pas une raison pour s'en prendre à des pays européens. Et puis, à la base, celui qui a occupé l'autre, c'est bien la Russie qui s'en est pris au territoire ukrainien, qui est un territoire souverain. Écoutez comment la propagande, puisqu'on faisait allusion à l'Union soviétique, la propagande russe essaie quand même de contrôler tout ça. C'est Simonian, une des propagandistes, qui justement fait allusion au temps de l'Union soviétique. Il n'y a pas d'essence. Je m'en souviens encore. Ma génération se souvient que la nourriture était distribuée avec des cartes de rationnement. On oublie, mais dans ma ville à Krasnodar, en 1992, il y avait des coupons pour aller chercher de l'eau. Moi, personnellement, à 11 ou 12 ans, j'allais chercher de l'eau avec des seaux. Je n'allais pas chercher du Coca-Cola ou autre, mais de l'eau parce qu'il n'y en avait pas. On a tenu bon et on tiendra bon aujourd'hui. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils feront tout pour que, comme en 1917, nous nous précipitions pour renverser le tsar, notre père. J'appelle tout le monde au calme.
Oui, c'est dur, très dur. Est-ce que cet argument va toucher les Russes quand elle dit « Ah, mais nous, quand on était jeunes, on avait aussi des files d'attente » Pas sûr, hein. Pas sûr, non, mais c'est sûr. Cette référence à février 1917, c'est intéressant parce qu'il dit voilà, écoute, le régime est tombé parce qu'à Petrograd, vous avez des femmes des mamans qui mouraient de faim, qui ont manifesté et l'armée a laissé faire au bout du compte. Et puis le régime s'est effondré d'un seul coup. Maintenant, une réflexion qui me venait, mais si les Ukrainiens au début de la guerre avaient dit, écoutez, demandez aux Européens, aux Américains, donnez-nous plein de missiles, donnez-nous des missiles Tomahawk, etc. Puis on va faire une grande campagne contre la Russie. Ce qui est à peu près certain, c'est que les Américains, et nous aussi d'ailleurs, on a dit oula, surtout pas, attention, il faut surtout pas frapper violemment la Russie parce qu'on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Et là, il montre le test que on peut frapper la Russie et que toute cette entreprise d'inhibition qui a été lancée par la Russie, par plein de petites voix en disant attention, faut surtout pas toucher la Russie. En fait, si, on peut. Maintenant. Parmi les stratégies possibles de la part de la Russie, il y a celle qui consiste à faire pression sur les Européens, sur Trump, etc., pour qu'eux-mêmes fassent pression sur l'Ukraine pour qu'elle arrête. Peut-être en échange d'un arrêt des frappes, là aussi c'est une autre stratégie, c'est en échange, les frappes russes contre par exemple le réseau électrique ukrainien qui a fait très mal, qui fait très souffrir la population. On fait ça a été anticipé, ça a été un peu proposé par Vladimir Poutine via l'intermédiaire de Trump. On échange et on arrête tout. C'est possible, ou alors il faut trouver des idées, des solutions pour défendre. Quelles peuvent être ces solutions ? Regardez, quand on voit l'ampleur des bombardements qui sont opérés en ce moment sur la Russie, qui sont sans précédent depuis 81 ans, jamais ça ne s'était vu, jamais une puissance nucléaire, comme vous le disiez, n'a été défiée de cette façon-là. Est-ce que l'hypothèse que les Russes recourent à un essai nucléaire est possible ? Hier, sur notre antenne, plusieurs l'imaginaient, c'est-à-dire non pas un bombardement nucléaire, ce qui serait un cap très au-dessus, mais un essai nucléaire, pas une simulation, un essai nucléaire avec un essai réel tel que ça avait eu lieu, par exemple, dans les années 60, tel que Chirac l'a fait encore pour la France à l'époque. Oui, effectivement. Le président Chirac avait effectué les derniers essais nucléaires français, en tout cas en conditions réelles, parce que depuis ils sont simulés grâce à des équipements spécifiques. Oui, Poutine peut le faire. Est-ce qu'on imagine un instant que ça tétaniserait les Européens qui diraient puisque Poutine a une arme nucléaire, ce qui n'est pas vraiment une surprise, on va arrêter d'aider les Ukrainiens? Non, au contraire. Et on aura la conviction renforcée que la Russie est un pays potentiellement dangereux et que donc notre intérêt d'Européens, au-delà même de notre devoir moral, ça consiste à aider l'Ukraine à se défendre. Donc je ne vois pas quel profit politique et encore moins militaire Poutine pourrait tirer d'une telle initiative. Si, ça créerait des erreurs stratégiques. Toujours est-il qu'ils se préparent à nouvelles ambles, ils ont remis en état leur complexe d'essais nucléaires. Eux n'ont pas de simulation. Et donc ils sont probablement à nouveau capables de le faire. On l'évoquait déjà depuis plusieurs mois avec cette idée, un essai nucléaire. Il le ferait où cet essai nucléaire ? En Nouvelle-Zélande. Oui. Donc tout au nord, dans l'océan, c'est quel océan ? C'est l'Arctique. C'est l'Arctique. On rappelle que Trump aussi avait un peu en réponse commencé à dire à peu près la même chose aux États-Unis. Nous reprenons, et là, LCI entre dans des territoires vraiment très intéressants parce que les intervenants commencent à spéculer ouvertement sur un essai nucléaire russe, sur l'effondrement de la dissuasion nucléaire, sur la fragilité supposée de la Russie face aux frappes de drones. Et c'est là que le traitement médiatique devient, à mon sens, non seulement inexact, mais franchement irresponsable. Alors, point par point. Sur la question des drones ukrainiens et leur portée, LCI nous présente cela comme une révolution purement ukrainienne. 95% des drones produits en Ukraine, nous dit-on fièrement. C'est techniquement discutable. Selon un rapport publié par le Royal United Services Institute, le RUSI, basé à Londres, qui est loin d'être un think tank pro-russe, les drones ukrainiens à longue portée utilisent des composants électroniques importés massivement, notamment des circuits intégrés et des systèmes de navigation dont une part significative provient de pays tiers, y compris via des chaînes d'approvisionnement qui contournent
les sanctions. Ce qui signifie que présenter ces frappes comme une victoire purement et exclusivement ukrainienne, c'est une simplification narrative au service d'un récit héroïque, pas une analyse sérieuse. Sur la profondeur stratégique russe et la dissuasion nucléaire, un des intervenants de LCI affirme que la Russie a perdu 2 de ses atouts majeurs. L'arme nucléaire comme bouclier territorial et l'immensité géographique comme protection stratégique. C'est une affirmation spectaculaire et c'est une affirmation fausse. Voici pourquoi. La doctrine nucléaire russe, telle qu'elle a été mise à jour et publiée officiellement en novembre 2024, précise très clairement les seuils d'emploi de l'arme nucléaire. Ces seuils sont liés à une menace existentielle sur l'État russe ou à l'usage d'armes de destruction massive contre la Russie. Des frappes de drones sur des raffineries, aussi spectaculaires soient-elles médiatiquement, ne constituent pas, selon cette doctrine, et selon l'analyse de la quasi-totalité des experts sérieux de la non-prolifération, un seuil déclencheur. Le Arms Control Association, organisation américaine de référence sur ces questions, l'a d'ailleurs rappelé explicitement dans ses publications récentes. Présenter la situation comme si la dissuasion nucléaire russe était devenue caduque, c'est soit de l'ignorance, soit de la manipulation délibérée. Sur la spéculation autour d'un essai nucléaire russe, LCI consacre un temps considérable à l'hypothèse d'un essai nucléaire russe à Novaya Zemlya. C'est sûrement l'un des passages les plus irresponsables de tout ce segment. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de pure spéculation, habillée en analyse géopolitique sérieuse. Qu'est-ce que les faits nous disent réellement ? Selon le Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, l'OTIS, aucun signal sismique ou radionucléide caractéristique d'un essai nucléaire n'a été détecté en Russie. Aucun. Les satellites de surveillance américains, dont les données sont partiellement rendues publiques via des institutions comme le Middlebury Institute of International Studies, montrent des activités de maintenance sur le site de Novaya Zemlya, ce qui est cohérent avec l'entretien normal d'une installation militaire et non avec la préparation imminente d'un essai. LCI transforme une maintenance de routine en menace nucléaire imminente. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la fabrication d'angoisse. Sur la posture de l'OTAN et les règles d'engagement, LCI nous parle des chasseurs Rafale français décollant en urgence depuis l'Estonie, d'un drone russe abattu dans l'espace aérien balte et d'un élargissement du mandat de tir de l'OTAN. Tout cela est présenté comme une montée en puissance cohérente et rassurante de la défense collective. Mais voici ce que LCI ne vous dit pas. Selon Politico Europe, dans une enquête publiée récemment, les alliés de l'OTAN restent profondément divisés sur les règles d'engagement réel en cas d'incident aérien avec la Russie. Plusieurs pays membres, notamment en Europe du Sud et en Europe centrale, ont exprimé en privé de sérieuses réserves sur l'escalade automatique que pourrait provoquer un tir sur un appareil piloté russe. La belle unité de façade que LCI vous présente est, dans les coulisses, bien plus fragile qu'il n'y paraît. Et puis il y a ce moment vraiment révélateur où un intervenant de LCI dit, en substance, que c'est une bonne chose que les Ukrainiens montrent qu'on peut frapper la Russie sans conséquence parce que cela brise l'inhibition occidentale. Permettez-moi d'être direct. Cette logique, qui consiste à se réjouir de l'affaiblissement de la dissuasion mutuelle, est sûrement l'une des positions les plus dangereuses qu'un média grand public puisse normaliser dans le débat européen. La dissuasion fonctionne précisément parce que les deux parties la respectent. Le jour où l'une des parties décide que l'autre ne réagira pas, on entre dans une dynamique d'escalade dont personne, absolument personne, ne peut prédire le plancher. Ce que LCI vous vend comme une victoire ukrainienne encourageante est, vu sous un angle d'analyse stratégique sobre, une situation profondément instable et potentiellement catastrophique pour l'ensemble du continent européen. Sur Trump et son prétendu rapprochement avec l'Ukraine, LCI se réjouit de voir Trump plaisanter sur les drones ukrainiens à Moscou. On nous présente cela comme un tournant, un réalignement de Washington avec Kiev. Soyons sérieux, Trump est
et reste fondamentalement transactionnel. Selon The Hill, qui suit de très près la politique étrangère américaine, l'administration Trump continue de négocier en parallèle avec Moscou sur plusieurs dossiers, notamment énergétiques et commerciaux. Le sourire de Trump avec Zelensky ne doit pas être lu comme un engagement stratégique renouvelé envers l'Ukraine. C'est du théâtre politique. Et LCI vous le présente comme de la diplomatie de fond. Michel, depuis quand on n'a pas vu un champignon nucléaire le tout dernier dans le ciel? Le tout dernier, c'est une bonne question. Pardon, je ne veux pas te... Non, alors il y a des essais. Alors des champignons nucléaires en atmosphère, ça fait quand même depuis longtemps. Regardez, c'est un bon il est bon comme service pour les interrogatoires. Et puis avec un air faussement. Après, je passe aux choses plus. Avec un air faussement gentil, vous avez dit, je veux surtout pas vous coincer, etc. Mais il pose la question. Non, je sais pas, ça doit être 96. C'est peut-être d'ailleurs. Non, mais ce serait une image. Non, c'est les Chinois, je crois que les derniers essais sont chinois. Ça doit être 97, 98. Ce serait une image terrible. Vous imaginez? On l'a sous les yeux. Alors ça, c'était. Dites-nous un mot. Tsar Bomba. Ça, c'est la Tsar Bomba. Dites-nous un mot de ça, parce que c'est les soviétiques, les explosions jamais réalisées par des êtres humains, quoi. C'est l'équivalent de mémoire, c'est 53 millions de tonnes d'explosifs. Hiroshima, c'est aux alentours de 20 000 tonnes, quoi. C'est ridicule à côté. Et au départ, d'ailleurs, le projet, c'était 100 millions de tonnes d'explosifs. Puis je crois que c'est Khrouchtchev qui a dit bon. C'est trop. C'était un modéré. On va y aller, oui, c'était un modéré. On va y aller mollo peut-être pour commencer. Et en fait, ça aboutit à un truc absolument gigantesque. C'est à cette époque qu'on commence à dire, du côté soviétique, côté des Américains. C'est les Américains sont en train, eux, font des essais dans l'atmosphère. Ils envoient des armes thermonucléaires dans l'atmosphère, quand même, à cette époque, où ils découvrent les effets d'impulsion électromagnétique, ils crament tous les satellites de l'époque. Et donc, de part et d'autre, on se dit, on commence peut-être à aller un petit peu loin. Quand même, et c'était le début d'ailleurs des négociations pour limiter un petit peu les armements. Mais oui, mais c'est d'une certaine façon, c'est un peu le symbole presque de la folie humaine, quoi, de produire des engins comme ça. Si, même sans aller jusqu'à cet extrême, on ne savait pas très bien ce que ça allait donner. Oui, sans aller jusqu'à cet extrême, si Poutine tentait quelque chose comme ça, c'est-à-dire un essai de ce genre-là, évidemment, il y aurait un effet de sidération assez puissant partout en Europe, Vincent. Oui, je pense que ça créerait effectivement... Ça réouvrirait quelque part l'ère nucléaire, que l'on pensait avoir disparu, nous, à la fin de la guerre froide. Et ça créerait un cataclysme et une onde de choc dans les opinions occidentales. Et je pense que ce serait presque plus efficace qu'une frappe... Alors évidemment, non, ce serait d'un autre ordre. Ce serait aussi efficace finalement qu'une frappe tactique, parce que ce serait une image mondiale exceptionnelle. Et surtout, ce serait un avertissement aux Ukrainiens et aux Occidentaux. Alors après, techniquement, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se décide pas du jour au lendemain, d'une semaine sur l'autre. Il faut des mois, peut-être des années pour l'organiser. En revanche, oui, peut-être dire, tiens, on va faire une frappe d'exercice en Nouvelle-Zélande. On va tester une de nos armes déjà sur place. On va bombarder la Nouvelle-Zélande pour faire un test. C'est chez eux, donc ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils ont le droit? Il y a un traité qui les empêche de le faire? Oui, normalement, ils n'ont pas le droit de faire des essais dans l'atmosphère. Mais tirer un missile sur leur propre terre, ils le peuvent. Après, ils diront, de toute façon, il y a maintenant les traités de limitation des armements. Oui, tout est en train de sauter. À part le TNP, à part le traité de non-prolifération, tout le reste ne tient quasiment plus. Marianne. Donc, il pourrait peut-être. En Ukraine, il y a vraiment des inquiétudes qu'il y ait peut-être des frappes nucléaires tactiques. Par exemple, contre les militaires, il y a même des annonces de la part des légions d'hospitaliers que si jamais il y a vraiment une frappe nucléaire tactique de petit calibre, je ne sais pas comment on le peut l'expliquer exactement, dans le nucléaire, bien sûr, il y a... Milliers de tonnes d'explosifs, quelques milliers de tonnes d'explosifs. Voilà. Et on s'exerce à ça, on se prépare à ça? On s'exerce, on cherche déjà des équipements au cas où. Et bien sûr, même si on utilise Orychnik avec l'explosif correspondant, ça peut être aussi de telle ampleur comme une frappe tactique nucléaire. On voit ici la carte de la Nouvelle-Zélande. C'est l'hypothèse dont vous parliez. Si les Russes tentent soit un essai, soit un tir de missile, c'est là très très au nord. Est-ce que malgré tout, il y a un risque de répercussion avec les vents et autres? Non, tout a été calculé pour que ce soit à peu près sécurisé, au moins pour l'Union soviétique à l'époque. C'est pas pour rien que c'est vraiment dans le Grand Nord, au milieu de l'océan glacial arctique. Moi, je suis frappé de ce que dit Marianne Babiche sur le fait qu'en Ukraine, on y pense très sérieusement, parce qu'en Europe, souvent, on dit on exagère, là, non, vous êtes même préparé. La population civile pense avoir une quantité convenable de iode à la maison, à tel point déjà.
Après, c'est le désastre de Tchernobyl qui a précipité aussi la chute de l'URSS, de Tchernobyl en Ukraine, qui a précipité la chute de l'URSS. Donc peut-être ne vaut mieux-il pas pour Poutine trop jouer aussi avec la question du nucléaire. Oui, ça pourrait effectivement provoquer. On peut imaginer comment dire, il y aurait des discussions un petit peu avant, quoi qu'il en parle. Je veux dire, une décision de ce type, ça. Difficile d'imaginer complètement isolé, sauf en cas d'urgence où si le pays est attaqué, oui, là on riposte nucléairement, mais l'employer comme ça en premier, il est probable qu'il y ait un certain nombre de gens dans son entourage quand même qui diraient, qui se posent à dire attends, là, camarade, tu vas trop loin, quoi. Ça va faire débat. Ouais. Et c'est peut-être à ce moment-là, oui, que Khrouchtchev était tombé pour aventurisme. On dit ok, non, tu vas trop loin, camarade, notamment avec ce qui s'était passé à Cuba. Peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui disent non, il faut pas, voilà, peut-être qu'il faut mettre le vieux au placard avant qu'on aille. Je vous signale cette information, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais elle est très intéressante. On parlait de la sécurité de Trump. Le Wall Street Journal journal très sérieux, rapporte que l'Iran aurait effectivement élaboré un complot pour tuer Donald Trump. L'information est passée par Israël. Les renseignements qui sont jugés fiables par les services de renseignement américains font état d'un complot fomenté par l'Iran pour un plan pour assassiner le président, selon plusieurs sources qu'on peut être croisées. On y revient plus tard dans l'émission. Mais d'abord, au chapitre du bras de fer entre l'OTAN et la Russie, regardez ces dernières informations sur les interceptions des avions russes par l'OTAN. Si les Russes tentent quelque chose, l'OTAN a décidé d'élargir sa mission de défense aérienne, offrant aux pilotes un mandat élargi pour détruire les objets qui posent une menace. On est passé de la patrouille du ciel, ça peut paraître des nuances un peu techniques, mais on est passé de la patrouille du ciel à une mission défensive avec des autorisations de tir, disons, automatiques pour abattre des avions. Vincent Crouzet, c'est quand même une nuance. Oui, c'est une nuance importante. Je rappelle qu'au mois de juin, les chasseurs français Rafale qui sont qui se trouvent en Estonie dans le cadre de l'opération Baltic Air ont décollé 11 fois. Donc en scramble, c'est-à-dire d'urgence. Et je crois que c'est le 2 ou le 3 juin, ils ont effarouché ou conduit 6 appareils russes, 3 appareils de transport et 3 appareils de chasse. Pareil, avec des décollages d'urgence. Alors là, à chaque fois, ce sont des appareils qui tangentent un petit peu l'espace aérien balte, estonien, lituanien ou letton. Mais néanmoins, on est vraiment à 2 doigts d'un accident majeur. Et je rappelle que le 8 juin, je crois, il me semble de mémoire, un Rafale français a abattu un drone russe d'ailleurs dans l'espace aérien. Oui, c'est ça. Oui, non, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a des engins pilotés, s'il y a des êtres vivants qui pénètrent, comme c'était le cas. Je me rappelle de plusieurs MiG-31 qui pilotaient, qui a pénétré en Estonie. Effectivement, à l'époque, on avait fait décoller des avions de l'OTAN sur place, et puis finalement, on n'avait rien fait. Parce que derrière tout ça, c'est ça la vraie question. Aller abattre des drones, bon, ok, c'est pas très grave, mais tuer des... dès lors qu'il y aurait un pilote, un officier d'armée russe... Et ça, c'est déjà beaucoup plus sensible. Et je rappelle que dans la chaîne de commandement, il y a la chaîne de commandement, enfin OTAN, mais en même temps, il y a surtout une chaîne de commandement nationale. Et donc, il y a ceux qui vont peut-être respecter ce qui est dit intégralement. Donc, les Français vont dire, peut-être, oui, il y a un avion qui passe, nous, nos règles d'engagement, c'est de les abattre quand même. Mais il y a d'autres nations qui hésiteront peut-être. Et c'est ça, c'est d'ailleurs une des difficultés. J'ai jamais très bien compris, pardon. Si un avion vraiment est menacé par un avion russe, il en réfère à son supérieur OTAN, ou si c'est un Français, Emmanuel Macron, si c'est un Italien, Madame Meloni, etc. Oui. Mais il a surtout, vous avez sur place, vous avez un chef national qui est le plus haut gradé dans de la nation, qui lui a des instructions précises de sa nation et qui a déjà des engagements. C'est-à-dire que de toute façon, c'est beaucoup trop rapide pour appeler directement les différentes capitales pour savoir ce qu'on va faire, même si ça peut se faire aussi. Mais c'est ça, c'est toute la difficulté, c'est qu'il y a au sein de l'OTAN, vous avez forcément tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être une raison pour laquelle les Russes font ça aussi, pour tester, savoir qui fait quoi, qui va répondre comment.
sachant que dans les pays baltes n'ont quasiment pas d'aviation. Ils n'ont pas d'aviation à part des hélicoptères. Ils dépendent intégralement de l'aviation d'autres pays pour les protéger dans leur ciel. Oui, et alors ils n'ont absolument pas d'aviation à part des hélicoptères, et c'est pas avec ça qu'ils vont malheureusement se protéger. Donc ils savent qu'ils sont dépendants de l'OTAN et de leurs alliances, et c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi inquiets. Je vais utiliser le mot chatouiller, mais c'est pas le bon mot. Mais les Russes testent très régulièrement, avec bien évidemment des MiG comme on a vu en Estonie, qui a fait un peu un zigzag, je rentre, je sors, je rentre, je sors. On a vu beaucoup aussi de drones, bien évidemment. On les retrouve dans les marais en Lettonie et ailleurs. Ils sont constamment en train de tester l'OTAN dans les pays baltes pour savoir exactement comment ils vont réagir. On a, avec un nouveau commandement d'ailleurs en Estonie, ce commandement à Orlando, allemand je crois, qui va gérer en tout cas l'Estonie et la Lettonie. On renforce le commandement otanien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Ce qu'il faudrait, c'est clarifier complètement les règles d'engagement pour tout le monde, que différents pays disent on va respecter intégralement les règles, et que si un avion pénètre dans l'espace aérien d'un pays de l'OTAN, eh bien on l'abattra. Peut-être après sommation, mais... Et c'est déjà arrivé, Michel, en novembre 2015, de mémoire, la Turquie qui a abattu un Sukhoi 24, qui pourtant est passé quelques secondes dans l'espace aérien turc. Oui. Écoutez, Trump, qui est en train d'évoluer sur la Russie, lui aussi, c'est un moment assez étonnant où il se moque littéralement de Poutine. Et regardez bien le visage de Trump pendant qu'il plaisante avec Volodymyr Zelensky, il se moque du fait que la Russie n'arrive pas à défendre son ciel. Une des choses dont nous avons parlé avec Poutine était le lieu de rencontre. Il a suggéré Moscou. Je lui ai répondu, je ne pense pas. Je dois me mettre à sa place. Iriez-vous à Moscou ? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de drones ukrainiens là-bas. C'est vrai, c'est difficile d'aller à Moscou. Marianne Mabich, c'est une séquence incroyable. Vous, Ukrainienne, en regardant ça, que pensez-vous ? Déjà, je suis quand même impressionnée par la réaction de Volodymyr Zelensky. On voit bien que c'est l'expérience de plusieurs années d'humoriste qui était vraiment l'un des meilleurs dans ce domaine de trouver des meilleures blagues, même dans une telle situation, des pourparlers, des négociations de très haut niveau. Mais ça change vraiment quand même cette conversation. Ça atteste le fait que depuis la rencontre au bureau ovale, on voit comment Donald Trump a complètement changé son attitude, son comportement, parce que maintenant on voit que l'initiative est prise par les Ukrainiens, et apparemment lui il aime bien voir ceux qui sont un peu à la tête de l'action. Est-ce que Trump peut redevenir populaire ? Trump a été très populaire en Ukraine à un moment donné, très populaire, après beaucoup moins, et puis maintenant est-ce qu'il peut le redevenir ? On avait beaucoup d'espoir, je m'en souviens au moment de l'inauguration, que ça va complètement changer, qu'il y aurait beaucoup d'actions rapides. Après, bien sûr, avec cette rencontre de Zelensky en 2025 au mois de février, bien sûr, tout le monde soutenait le président ukrainien. Mais... Tous les peuples du monde sont comme ça. Vous avez vu, les Israéliens, c'est pareil. Ils l'ont adoré à un moment donné. Quand il a changé, il était encore plus populaire en Israël qu'aux États-Unis, même au moment de l'élection. Et là, maintenant, il ne l'aime plus du tout. On va voir si dans les minutes qui viennent, il l'aime de nouveau, parce qu'il recommence à frapper l'Iran. Donc, c'est les montagnes russes, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit là, c'est très intéressant. Il est en train de dire, moi, je suis proche des Ukrainiens qui gagnent. Oui, d'une part les Ukrainiens gagnent, d'autre part Poutine l'a totalement ignoré. Poutine l'a baladé depuis cette rencontre du 15 août 2025 à Anchorage en Alaska. Toutes les mains tendues de Trump pour essayer d'amadouer Poutine, pour lui faire obtenir une paix qui était supposée être profitable, avec là encore des promesses de beaucoup d'argent, d'investissement. Bon, Poutine n'a jamais donné suite, et c'est un petit peu peut-être comme ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire que Trump finit par s'impatienter, et il se dit que finalement, compte tenu des succès de Zelensky, il avait peut-être misé sur le mauvais cheval. Et le fait que Poutine soit aujourd'hui dans la situation de celui qui est
presque assiégé parce que les frappes ukrainiennes sont extrêmement spectaculaires. Trump se dit bon ben là, essayons d'être du côté du vainqueur et peut-être que finalement le vainqueur attendu n'est pas celui qu'on pense. Pour Zelensky, c'est une formidable victoire. Effectivement, on faisait le rapprochement avec la scène d'humiliation à la Maison Blanche. Ça, c'est vraiment la force de caractère, le courage et aussi les incroyables qualités militaires des Ukrainiens qui font qu'ils ont pu retourner la situation comme ça, y compris vis-à-vis des États-Unis. Je pense que vis-à-vis des États-Unis, en tout cas vis-à-vis de Donald Trump, il y a d'autres éléments en interne. La presse américaine parle beaucoup, notamment des services de renseignement et de certains membres de l'administration qui étaient déjà pro-ukrainiens ou en tout cas avaient une certaine estime pour les Ukrainiens et qui s'inquiétaient de ce côté pro-russe, ou en tout cas vu comme pro-russe de Donald Trump, qui tournent beaucoup les informations pour montrer à quel point ils sont des winners. Comme on sait, ils aiment les winners. Ils savent dans l'administration aussi que le plus on dit, ils sont en train de gagner, ils sont en train de prendre par surprise les Russes, le plus ça plaît aussi à Donald Trump. Et puis Trump est un nationaliste. Il a une certaine admiration pour les nationalistes. Par exemple, le culte qu'il y a maintenant, qui est très contesté par les Polonais et par les survivants de la Shoah, de certains héros ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis, c'est très mal vu en Europe de l'Ouest. Je pense que vu la Maison-Blanche qui salue les nationalismes partout, voilà, c'est un pays nationaliste, tout à fait sûr de lui, qui a que faire des remarques européennes ou polonaises ou israéliennes. Hein. Oui, effectivement, il y a peut-être cette admiration pour la force, mais c'est peut-être aussi l'esquisse d'une forme de réalignement avec l'Europe. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup dit que Trump avait fait un trait sur ses alliés européens qu'il considérait comme peu courageux et peu fiables et qu'il allait s'occuper directement de la Russie, de régler ce conflit. Il n'y parvient pas. Et qu'est-ce qu'il voit, Trump? Il n'est pas idiot. Il voit bien que c'est grâce aussi à l'aide européenne que les Ukrainiens arrivent à agir de la sorte. Et donc, encore une fois, il est tellement imprévisible que c'est difficile de tirer des conclusions de long terme. Mais on va dire que Trump s'est objectivement un peu rapproché de ses alliés de l'OTAN depuis quelques semaines et à l'occasion de ce sommet à Ankara. Ça dépend quand même moi, j'ai écouté beaucoup Donald Trump. Entre le Groenland et l'Espagne, il a quand même certains alliés où il n'est pas très proche. Je pense qu'il respecte ceux, d'abord, qui investissent dans leur défense, ça, il faut le dire, et qui se battent. Et ça, les Ukrainiens le font, les Polonais, un certain nombre de pays. Et je pense que pour lui, ça, c'est très important. Il a quand même quelques problèmes encore avec l'Europe, et on le sent encore au Pentagone. Tout n'est pas réglé, même si certaines choses se sont peut-être apaisées. Et en plus, quand même, Donald Trump est très intéressé aussi par les drones ukrainiennes. Il l'avait annoncé, il a complimenté le peuple ukrainien. Il a dit que voilà, ils sont très talentueux, ils font des drones même au sous-sol tout le temps. Donc, il était très intéressé de les importer aux États-Unis. Ils servent à quelque chose dans sa logique. Il y a d'avoir de l'argent à faire, mais ils servent aussi les intérêts américains. Et ça, pour lui, c'est très important. Et il y a une vieille tradition. Rappelez-vous, Rumsfeld déjà parlait de l'Ukraine ou de la Pologne comme de la nouvelle Europe. Et il considérait que la France, l'Allemagne, ça c'est la vieille Europe un peu ramollie. Surtout quand l'Ukraine avait participé à l'invasion de l'Irak en 2003. L'Ukraine, la Pologne avaient aidé les Américains à envahir l'Irak en 2003, alors que les Allemands et les Français n'avaient pas voulu. Et ça, ils ont gardé là-dedans. Et c'est des pays qui sont ouvertement plutôt pro-américains, même avec toutes ces histoires avec l'OTAN. Je parle avec beaucoup d'officiels polonais. Ils essaient d'attirer encore. Vous voulez enlever vos bases d'Espagne, etc. Venez chez nous. Les pays baltes, c'est à peu près la même chose. Donc il y a quand même une autre attitude de leur part vis-à-vis des États-Unis. Et ça s'entend aussi avec aussi des affinités, bien évidemment, politiques dans certains gouvernements. Oui, et puis les États-Unis survivront à Trump de toute manière, et il y aura une Amérique post-Trump, heureusement. Oui. Donc c'est évident que les nations en danger ont intérêt à parier sur les États-Unis. L'Amérique post-Trump peut être une Amérique de J.D. Vance, ça va peut-être pas être. Ça sera pas beaucoup mieux. Ça va pas être un gouvernement nécessairement de gauche. Nous voilà à la fin de cet extrait de LCI, et je veux maintenant prendre du recul. Parce que ce qui se joue ici dépasse largement la question des raffineries russes ou des drones ukrainiens. Ce qui se joue ici, c'est la manière dont les médias dominants français construisent votre perception du monde. Et cette perception, sur Monde multipolaire, nous avons le devoir de la questionner avec des faits, avec des sources et avec une honnêteté intellectuelle que vous ne trouverez pas sur LCI. Premier grand point, l'Iran. LCI mentionne presque en passant une information du
Wall Street Journal, selon laquelle l'Iran aurait élaboré un complot pour assassiner Donald Trump. Cette information, présentée comme factuelle et urgente, mérite un traitement beaucoup plus nuancé. Voici les faits. Le Wall Street Journal précise lui-même que ces informations proviennent de renseignements israéliens. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une source qui a un intérêt stratégique évident à présenter l'Iran sous le jour le plus menaçant possible, notamment dans le contexte actuel de tensions autour du programme nucléaire iranien et des négociations en cours. The Intercept, média américain d'investigation sérieux, a d'ailleurs publié une analyse détaillant comment ce type d'allégation, passant par les services israéliens vers la presse américaine, suit un schéma narratif bien rodé, utilisé à plusieurs reprises pour justifier des escalades contre Téhéran. Ce qui ne veut pas dire que l'Iran est un acteur innocent sur la scène internationale, ce qui veut dire que accepter sans examen critique une information provenant d'une source intéressée. C'est faire de la propagande, pas du journalisme. Et pendant que LCI vous parle de ce complot, voici ce que les médias anglophones sérieux rapportent sur l'Iran en ce moment. Selon Al Monitor, publication de référence sur le Moyen-Orient, l'Iran est actuellement engagé dans des négociations diplomatiques indirectes avec plusieurs parties, dans un contexte où la pression économique internationale reste très forte, mais où Téhéran maintient une position de négociation, pas de capitulation. L'Iran n'est pas le monstre unidimensionnel que LCI vous présente. C'est un État-nation avec des intérêts, une histoire et une logique stratégique cohérente, même si discutable sur certains points. Deuxième grand point, la Russie n'est pas en train de s'effondrer. Je vais vous donner des chiffres non discutables, tirés de sources occidentales. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du PIB russe en 2024 a été de 3,6%, surpassant celle de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie. Ce sont les données officielles du FMI. Pas de RT, pas de Sputnik. Le FMI, selon Bloomberg Economics, les exportations russes de pétrole brut sont restées stables tout au long de 2024 et début 2025, avec des acheteurs asiatiques, principalement la Chine et l'Inde, compensant largement les pertes européennes. Selon la Banque mondiale, le taux de chômage en Russie est historiquement bas, autour de 2-5%, ce qui reflète une économie de guerre certes déformée, mais certainement pas effondrée. Ces données ne signifient pas que la Russie est sans difficulté. Les dommages sur certaines raffineries sont réels, les tensions d'approvisionnement dans certaines régions sont réelles, mais le narratif de l'effondrement imminent vendu par LCI depuis 3 ans est un narratif qui ne résiste pas à l'examen des faits économiques documentés. Troisième grand point, ce que le monde multipolaire signifie vraiment. LCI vous présente ce conflit comme une guerre entre la démocratie et l'autoritarisme, entre l'Europe libre et la barbarie russe. C'est un cadrage binaire, manichéen et profondément trompeur. Voici la réalité que les médias anglophones sérieux documentent. Selon Foreign Affairs, publication de référence du Council on Foreign Relations américain, la majorité des pays du monde, représentant la majorité de la population mondiale, ne se sont pas alignés sur les sanctions occidentales contre la Russie. C'est pas parce qu'ils soutiennent Poutine, c'est parce qu'ils refusent de se laisser dicter leur politique étrangère par Washington ou Bruxelles. C'est ce que le monde multipolaire signifie concrètement. Selon The Economist, ce même journal que personne ne peut accuser d'être pro-russe, le sommet des BRICS de 2024 a confirmé l'expansion de ce bloc à de nouveaux membres, représentant désormais une part du PIB mondial supérieure à celle du G7 en parité de pouvoir d'achat. Ce basculement géopolitique est sûrement l'un des faits les plus importants de notre époque, et LCI n'en parle pratiquement jamais. Quatrième grand point, la France. Dans tout ça, LCI nous montre des rafales français décollant depuis l'Estonie. On nous parle de l'engagement militaire français. Et je vais vous poser une question directe. Quel est l'intérêt de la France dans ce conflit? Pas l'intérêt de l'OTAN, pas l'intérêt de Washington, l'intérêt de la France, de ses citoyens, de son économie
Selon Le Grand Continent, publication française sérieuse sur les questions géopolitiques, les entreprises françaises ont perdu plusieurs milliards d'euros de marché en Russie depuis 2022. L'inflation énergétique liée au conflit a coûté des dizaines de milliards aux ménages et aux entreprises françaises. Et la France envoie des Rafales patrouiller au-dessus de l'Estonie, à 2 heures d'avion d'une ligne de front, pour défendre des intérêts qui ne sont pas clairement définis, dans un conflit dont la sortie diplomatique n'est jamais sérieusement discutée sur les plateaux de LCI. C'est une question que vous avez le droit de vous poser, c'est une question que Monde Multipolaire vous encourage à vous poser. 5e grand point, la question de la négociation et de la paix, pendant toute la durée de cet extrait de LCI, pas une seule fois, un intervenant n'a mentionné sérieusement la possibilité d'une solution négociée. Tout le segment est construit sur une logique d'escalade, de victoire militaire, de démonstration de force. Or, selon Reuters, des contacts diplomatiques indirects ont eu lieu à plusieurs reprises ces derniers mois, impliquant des parties tierces, notamment des pays du Golfe et certains membres de l'Union africaine. Ces initiatives sont systématiquement ignorées ou minimisées par les médias occidentaux dominants parce qu'elles ne correspondent pas au narratif de la victoire militaire totale. Des files d'attente interminables au bord de la route, c'est la scène qui se répète partout en Russie depuis quelques jours. La quasi-totalité de la Russie fait face à un début de pénurie d'essence. Une situation complètement paradoxale pour le pays qui compte parmi les plus grands exportateurs de carburant au monde. Ебать бардак, просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. En cause, la stratégie ukrainienne de frappe massive sur les infrastructures énergétiques pour mettre à mal la production d'énergie et déstabiliser l'économie russe. Une stratégie qui s'avère payante puisque le vice-président a annoncé Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. L'objectif de Kiev est de porter un coup au portefeuille de son ennemi pour le mettre en difficulté dans son financement de l'effort de guerre et même un coup suffisamment puissant pour déstabiliser le marché intérieur avec des millions de Russes privés d'essence. В Москве нет бензина. Ну что, я уже в 4-й раз выезжаю. Сегодня проехал заправок 15. Вот уже стоит очередь опять. То есть в какую сторону бы ни ехал я, везде вот так. En Crimée, les bombardements sur les raffineries, les dépôts pétroliers et les camions-citernes ont créé une telle pénurie que les autorités ont été contraintes de prioriser les véhicules militaires en suspendant la vente de carburant aux particuliers. L'état d'urgence y a été déclaré ce vendredi. Sous les frappes ukrainiennes, la production de carburant a chuté de 25% dans toute la Russie la semaine dernière. Toutes les régions ont alors petit à petit été impactées par des difficultés d'approvisionnement, les contraignant à instaurer un rationnement. 20 литров только мне заправили. Ну, такие реалии. Как только работать. Un véritable bouleversement pour un pays habitué à une énergie abondante et bon marché. 40 рублей за газ. 40 рублей за газ. Вы понимаете? Нет? Взорвали какой-то там гелевый газовый завод, хуй пойми. Цены на газ резко взлетели, цены на бензин взлетели. D'après l'agence économique Bloomberg, la capacité de raffinage russe est à son plus bas niveau depuis près de 20 ans, la contraignant à faire importer du carburant de Biélorussie ou de Chine. Mais dans ses déclarations officielles, le régime de Moscou tente évidemment de relativiser. Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. Я где-то там.